Avant de commencer ta journée, arrête-toi un instant. Aujourd'hui n'a pas besoin d'être parfait, mais il peut être différent. Tu n'as pas besoin de tout porter d'un coup, ni de tout résoudre maintenant. Tu as besoin d'une seule chose, de la clarté, pour faire le prochain pas. La plus grande partie de l'usure ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle vient de la manière dont tu entres dans la journée, déjà tendue, déjà accélérée, déjà en train d'attendre le pire. Et c'est cela qui change tout. Si tu commences la journée avec l'esprit ferme, les choses cessent de t'emporter. Tu réagis mieux, tu décides mieux, tu tiens plus longtemps. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. La force, ce n'est pas te mettre plus de pression. C'est garder l'esprit stable pendant que tu fais ce qui doit être fait. Et c'est exactement cela que tu vas entraîner maintenant. Dans cette vidéo, tu vas passer par des pratiques simples qui vont t'aider à organiser tes pensées, à retrouver le focus et à commencer la journée avec plus de présence et de direction. Sans effort excessif, seulement l'essentiel, bien fait. Alors respire profondément, ajuste ta posture et entre dans cette journée avec intention. On commence. Leçon 1. Vous n'avez pas besoin de tout réussir pour commencer. Ce n'est pas la seule règle pour commencer, ni pour continuer. Mais sans vous en rendre compte, c'est exactement ce que vous exigez de vous-même. Et quand vous exigez cela, chaque erreur pèse sur vos épaules bien plus qu'elle ne devrait. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'éviter l'erreur, c'est de continuer même quand elle arrive, parce qu'elle arrivera, la vie va échouer, le plan va se désaligner, non pas comme une punition, mais comme une partie inévitable de sa nature. Il existe une attente que beaucoup portent depuis longtemps, celle de croire que s'ils font tout correctement, la vie répondra de la même manière, qu'elle va collaborer, faciliter, confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et quand cela n'arrive pas, quand quelque chose échappe à votre contrôle, ce n'est pas seulement le plan qui se brise, c'est la manière dont vous vous percevez qui commence à vaciller. L'esprit n'interprète pas seulement l'erreur, il déforme l'événement et le renvoie sous forme de jugement. Ça a échoué, devient « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et plus vous essayez d'éviter ce type de sensation, plus vous vous éloignez de la seule chose qui pourrait réellement vous faire évoluer. Continuez même sans garantie. La vie n'est pas en tort quand quelque chose déraille. Elle ne vous met pas à l'épreuve. Elle ne vous punit pas. Elle suit simplement un flux qui n'a jamais dépendu de votre contrôle. Rien ne garantit que les choses se passeront comme vous l'avez prévu. Et le problème commence quand vous conditionnez votre paix au fait que tout se passe bien. À ce moment-là, sans vous en rendre compte, vous confiez votre stabilité à des facteurs externes et vous commencez à vivre tendu, vigilant, en essayant toujours d'anticiper la prochaine erreur pour ne plus ressentir ce malaise. Celui qui ne se sent bien que lorsque tout est aligné vit dans un risque constant, parce qu'il suffit d'un retard, d'une réponse négative, d'un résultat inattendu pour que tout s'effondre à l'intérieur. Le vrai problème n'est pas quand quelque chose échoue, c'est d'attendre que cela n'arrive jamais, alors qu'en réalité, l'échec fait partie de tout chemin de vie réel. Et quand ce déclic se produit, quand vous comprenez cela de manière concrète, pas comme une belle phrase, quelque chose change vraiment, vous arrêtez de gaspiller votre énergie à lutter contre la réalité et vous commencez à vous préparer à l'affronter avec plus de lucidité. La logique cesse d'être « ça a fonctionné donc je continue » et devient « je continue » que cela ait fonctionné ou non. Et c'est ce renversement qui vous rend le contrôle. Pensez-y ainsi, l'esprit fonctionne comme le corps. Il ne devient pas fort en évitant le poids, ni en exigeant que tout soit léger. Il devient fort en apprenant à soutenir la charge. Chaque frustration, chaque retard, chaque résultat qui n'est pas venu est un poids placé entre vos mains. Vous pouvez le laisser tomber et vous plaindre que c'est injuste, ou vous pouvez comprendre que c'est précisément ce poids qui vous renforce. Et c'est là que la plupart s'arrêtent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils essaient encore de tout faire sans échouer. Mais la résilience n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas la froideur, ce n'est pas l'indifférence. C'est maintenir une direction même quand la réalité ne correspond pas à l'attente. C'est rester fidèle à celui que vous avez décidé d'être, même quand le contexte n'aide pas. C'est agir sans dépendre de confirmation. Épictète enseignait quelque chose de simple et profond. N'exige pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. C'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Celui qui rejette la réalité s'y enferme,
Celui qui l'accepte avance. Et cette différence change tout, parce que la solidité ne naît pas dans les grandes décisions. Elle naît dans les petits moments, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, et que, malgré cela, vous continuez. Pas parfait, pas confiant, pas prêt, mais en mouvement. Celui qui n'avance que lorsque tout est favorable ne construit pas de stabilité, il construit une dépendance au contexte. Mais celui qui apprend à continuer même quand tout se dérègle, construit quelque chose de rare. Alors aujourd'hui, faites un choix simple mais décisif. Arrêtez d'exiger que tout soit parfait pour agir et commencez à n'exiger de vous qu'une seule chose, la continuité. Mais comprenez ce que cela signifie en pratique. Ne pas s'arrêter quand ce n'est pas parfait, ne pas reculer quand ce n'est pas comme prévu, ne pas négocier avec votre propre décision simplement parce que cela devient inconfortable. Leçon 2. L'échec ne vous brise pas, il vous corrige. Cette leçon contient une sagesse qui permet d'avancer. L'échec n'est pas une punition, c'est une conséquence directe de celui qui a décidé de bouger. Il n'apparaît pas dans la vie de celui qui reste immobile. Il surgit quand vous tentez quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, quand vous vous exposez, quand vous agissez au-delà de ce que vous contrôlez déjà. Si quelque chose a échoué, cela ne signifie pas que vous avez échoué en tant que personne. Cela signifie que vous êtes entré dans un territoire que vous ne maîtrisez pas encore. Le problème n'est pas l'erreur, il est dans la manière dont vous avez été conditionné à l'interpréter. Depuis longtemps, l'échec a été associé à la faiblesse, le faux pas à l'incapacité, la chute à la honte. Et à cause de cela, beaucoup passent leur vie à tourner en rond, à répéter ce qu'ils savent déjà, à choisir toujours le chemin le plus sûr, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce que c'est le seul qui ne menace pas l'ego. Le résultat n'est pas la stabilité, c'est une stagnation bien déguisée. La vérité est que l'échec ne ferme pas la route, il marque un point du chemin. Non pas comme une punition, mais comme une indication, c'est comme un panneau silencieux qui dit « Ici, il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris. » Et cela change tout, parce que, quand vous comprenez cela, l'erreur cesse d'être quelque chose qui vous diminue et devient quelque chose qui vous oriente. Pensez simplement. Essayer quelque chose et échouer, c'est comme tourner une clé qui n'ouvre pas encore la porte. La résistance n'est pas là pour vous humilier, elle est là pour vous montrer qu'il manque encore un ajustement. Et l'ajustement n'apparaît que pour celui qui a essayé. Chaque erreur révèle un point que vous ne maîtrisez pas encore. Chaque échec expose un manque réel. Et quand votre réaction est de vous blâmer, d'avoir honte ou de reculer, vous perdez exactement ce que cette expérience avait de plus précieux, l'instruction. Les stoïciens voyaient cela avec clarté. Rien de ce qui arrive n'est en soi un obstacle définitif. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Se tromper n'interrompt pas le processus. Interpréter l'erreur de la mauvaise manière, oui. Si vous ne faites que ce que vous maîtrisez, vous n'évoluez pas. Vous vous répétez simplement avec plus d'efficacité. Et la répétition ne crée pas l'expansion, elle crée le confort. L'échec ne montre pas ce que vous voulez voir, il montre ce que vous n'avez pas encore vu, et c'est pour cela qu'il dérange. Apprendre à perdre sans perdre la direction est l'une des compétences les plus rares qui existent, parce qu'au moment où vous comprenez que l'échec ne réduit pas votre valeur, vous cessez de vous bloquer face à l'essai. La peur diminue, la pression de tout réussir disparaît, et le mouvement revient. Sénèque enseignait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. L'erreur ne vous définit pas, elle vous indique simplement où vous en êtes, et celui qui comprend cela avance plus vite, non pas parce qu'il tombe moins, mais parce qu'il ne transforme pas chaque chute en raison de s'arrêter. Pendant que beaucoup interrompent leur chemin par orgueil, honte ou peur de paraître incapable, vous continuez, vous observez, vous ajustez, vous essayez à nouveau. Non pas par motivation, mais par compréhension. Ce qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui restent bloqués, ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité de ne pas se désorganiser à cause d'elle. C'est la résilience réelle, ne pas ignorer l'erreur, ne pas romantiser la douleur, mais utiliser chaque échec comme un point d'ajustement conscient. Souvent, quand il semble que vous avez perdu, la vie ne vous bloque pas. Elle vous montre où vous n'êtes pas encore prêt, et ce n'est pas une fin, c'est une direction. Alors aujourd'hui, face à ce qui n'a pas fonctionné, faites un choix conscient. Ne pas vous attaquer, ne pas reculer, ne pas transformer l'erreur en identité.
Utilisez ce qui s'est passé comme un ajustement. Comprenez ce qui a échoué, affinez ce qui doit être affiné et agissez à nouveau avec plus de précision. Écrivez « J'apprends, j'ajuste, je continue ». Non pas comme motivation, mais comme posture, parce que c'est cela qui transforme l'erreur en progression. Leçon 3. Contrôlez votre ego ou il vous dominera. L'ego n'apparaît pas quand tout est sous contrôle, il surgit exactement au moment où quelque chose vous défie. Quand quelqu'un vous corrige, quand vous êtes contredit, quand une critique touche quelque chose que vous n'avez pas encore résolu en vous. C'est à cet instant que la réaction arrive avant la pensée, non pas comme une décision, mais comme une impulsion, un besoin immédiat de répondre, de s'expliquer, de se défendre, de ne pas sortir diminué de la situation. Et c'est là que commence la perte de contrôle. Les stoïciens étaient clairs à ce sujet. Ce n'est pas ce qui arrive qui vous déstabilise, c'est la manière dont vous réagissez à ce qui arrive. Et à cet instant, si vous ne percevez pas ce qui se passe en vous, vous cessez d'agir et vous commencez à réagir. Non pas pour comprendre, mais pour protéger. Et ce que vous essayez de protéger, ce n'est pas la vérité, c'est l'image que vous avez de vous-même. C'est cela, l'ego, un mécanisme qui ne cherche pas la clarté, il cherche la préservation, il ne cherche pas l'évolution, il cherche la position. Et cela change complètement votre manière de vivre, parce que celui qui est centré cherche à comprendre, celui qui est dominé par l'ego cherche à gagner la situation. Le problème n'est pas que cette réaction apparaisse, elle apparaît pour tout le monde. Le problème, c'est quand vous ne créez pas d'espace entre l'impulsion et l'action. Épictète enseignait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Se comprendre est le point central. Sans cet espace, vous parlez plus que nécessaire, vous insistez quand vous pourriez ajuster, vous rejetez ce qui pourrait vous apprendre. Et tout cela ressemble à de la force. Mais ce n'en est pas. C'est simplement une défense déguisée. L'ego vous donne la sensation de contrôle, mais en réalité, il vous rend dépendant. Dépendant d'avoir raison, dépendant d'être reconnu, dépendant de ne pas être contredit. Et plus vous avez besoin de cela, plus vous devenez fragile. Parce que toute contradiction devient une menace, toute erreur devient difficile à supporter. Non pas à cause de l'erreur elle-même, mais à cause de ce qu'elle révèle. Les stoïciens appelaient cela un manque de maîtrise intérieure. Quand vous ne vous gouvernez pas vous-même, n'importe quoi à l'extérieur commence à vous gouverner. Et c'est pour cela que l'ego empêche la croissance, non pas parce qu'il vous affaiblit directement, mais parce qu'il vous empêche de regarder avec honnêteté. Et sans honnêteté, il n'y a pas d'ajustement. Sans ajustement, il n'y a pas d'évolution. Maîtriser l'ego, ce n'est pas se diminuer, c'est devenir suffisamment stable pour ne pas avoir besoin de se défendre en permanence. C'est pouvoir écouter sans transformer tout en attaque. C'est pouvoir corriger sans transformer tout en honte. C'est pouvoir avancer sans avoir besoin de prouver que vous savez déjà. Épictète a été direct. Si tu veux progresser, accepte de paraître ignorant ou ridicule en certaines choses. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la liberté, parce que celui qui n'a pas besoin de protéger une image apprend plus vite. Et celui qui apprend plus vite progresse avec plus de constance. Les personnes réellement fortes ne vivent pas en réaction, elles vivent dans le choix. Choisir quand parler, choisir quand ajuster, choisir quand se taire. C'est cela, la maîtrise, c'est cela. Le stoïcisme appliqué. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous contrarie et cela arrivera, ne répondez pas immédiatement. Arrêtez-vous, observez ce qui a surgi, percevez l'impulsion de réagir. Et avant d'agir, demandez-vous, est-ce l'ego qui cherche à se protéger ou est-ce moi qui choisis de grandir? Cette pause change tout. C'est en elle que vous cessez d'être entraîné et que vous commencez à conduire. Et c'est ainsi que vous commencez à maîtriser ce qui se passe en vous. Leçon 4. Chaque fuite silencieuse te rend plus faible. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas d'un excès d'effort. Il vient du fait de se réveiller chaque jour en sachant exactement ce qui doit être fait et de ne pas le faire. Ce n'est pas le travail qui pèse, c'est le report. Chaque fois que tu repousses quelque chose à plus tard, ce n'est pas seulement une tâche qui reste en attente. C'est une décision interne que tu prends sans t'en rendre compte. Tu te dis à toi-même, ce n'est pas si important maintenant. Et quand tu répètes cela plusieurs fois, ta propre parole commence à perdre de la valeur en toi. C'est ainsi que l'affaiblissement commence.
La procrastination se présente rarement comme une paresse évidente. La plupart du temps, elle ressemble à un soulagement momentané, à un repos mérité et à une promesse que tu feras mieux demain. Mais ce soulagement exige des intérêts. Et il les exige chaque jour, dans les conversations que tu évites, dans les décisions que tu repousses, dans les actions simples que tu sais pouvoir résoudre un problème, mais que tu préfères ne pas affronter. Tout cela ne disparaît pas. Cela s'accumule dans ton esprit comme trop d'onglets ouverts sur un vieil ordinateur. Au début, ça fonctionne. Ensuite, tout commence à se bloquer. Pense-y de manière simple et visuelle. Repousser, c'est comme jeter des déchets sous le tapis. Au début, l'endroit semble propre, mais quelques jours suffisent pour que l'odeur apparaisse. Et plus tu tardes à soulever le tapis, plus il devient difficile d'affronter ce qui est là. Ce n'est pas la tâche qui grandit, c'est ta résistance qui diminue. Quand tu repousses de manière répétée ce que tu sais devoir faire, tu entraînes une partie précise de ton esprit, celle qui préfère le confort immédiat à la construction du caractère. Et sans t'en rendre compte, tu commences à lui confier le commandement de ta vie. Épictète a dit quelque chose de trop direct pour être ignoré. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Remettre à plus tard n'est pas un manque de temps, c'est une perte de commandement. L'action n'exige pas la perfection, elle exige la décision. Ce n'est pas tout faire parfaitement, c'est arrêter de négocier avec toi-même chaque fois que l'inconfort apparaît. Agir même sans envie, agir même sans certitude, agir même à petite échelle. Chaque action faite au bon moment renforce en toi quelque chose qu'aucune motivation ne construit. Le respect de soi. Et cela s'accumule, silencieusement. N'attends pas de te sentir prêt, ce moment t'arrive presque jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après, comme conséquence. Si tu continues d'attendre le scénario idéal, tu passeras ta vie entière à te préparer pour une vie qui ne commence jamais. Alors aujourd'hui, en te réveillant, fais un accord simple avec toi-même. Ne pas remettre à plus tard ce qui est déjà clair. Ne pas repousser ce qui pèse déjà. Ne pas négocier avec ta propre conscience. Choisis d'agir, même imparfait, même inconfortable, même petit. Parce qu'agir renforce et remettre à plus tard chaque jour affaiblit. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui j'agis ». Non pas comme une promesse vide, mais comme un commandement intérieur. Leçon 5. Vis comme quelqu'un qui est déjà devenu inébranlable. Maintenant, je vais te proposer un exercice que presque personne ne fait, non pas par peur, mais parce qu'il exige de faire face à quelque chose que tu évites chaque jour. Imagine, avec clarté, que ce qui aujourd'hui te semble acquis ne soit plus là. Non pas comme une hypothèse lointaine, mais comme quelque chose qui s'est déjà produit. Ta santé, ta maison, ta liberté, les personnes que tu aimes. Maintenant reviens, ouvre les yeux et réalise. Rien n'a été enlevé. Et pourtant, tu vis comme si tout était permanent, c'est ça l'erreur. Ce n'est pas un manque de gratitude consciente, c'est un manque de perception. Tu traverses ce que tu as comme si c'était un décor fixe. Tu accomplis ta journée en automatique, tu réagis à ce qui manque et tu ignores ce qui soutient tout. Le stoïcisme propose un déplacement simple, mais radical. Ne pas attendre la perte pour se réveiller, mais se réveiller avant la perte. Quand tu fais face à la possibilité de l'absence, la présence change de poids. L'ordinaire cesse d'être invisible. Le quotidien cesse d'être du bruit. Ce qui semblait basique révèle ce qu'il est vraiment, rare. Un café chaud cesse d'être une habitude. Une conversation cesse d'être juste du bruit. Respirer sans douleur, marcher sans difficulté, finir la journée en vie, tout cela sort de l'automatique et revient au centre. Non pas parce que cela a changé, mais parce que tu as changé ta manière de regarder. Pense ainsi, de manière directe. Celui qui traite quelque chose comme acquis se relâche. Celui qui comprend que c'est provisoire en prend soin. Marc Aurèle rappelait cela sans drame, seulement avec lucidité. Tout ce que tu aimes t'est prêté. Non pas comme une menace, mais comme un ajustement de perspective. Rien ici n'est fixe, rien ici n'est définitif. Et c'est exactement cela qui rend chaque chose précieuse maintenant. Quand tu comprends cela, quelque chose change dans la pratique. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des conflits insignifiants. Tu arrêtes de gaspiller des mots dans des discussions vides. Tu arrêtes de remettre à plus tard la présence comme si tu avais du temps en réserve.
Vivre comme si tu avais déjà tout perdu, ce n'est pas renoncer à la vie. C'est arrêter de la traiter comme un stock infini. C'est vivre avec urgence, mais pas l'urgence de l'anxiété. C'est l'urgence de celui qui sait que le temps avance, même quand tu fais semblant de ne pas l'entendre. Sénèque a résumé cela avec une précision chirurgicale. Rien ne nous appartient, tout nous est confié. Et celui qui comprend cela ne vit ni accroché, ni effrayé. Il vit attentif. Parce que celui qui a déjà accepté l'impermanence ne vit pas dans la peur de perdre. Il vit avec plus de soin pendant qu'il a encore. Alors aujourd'hui, avant de commencer ta journée, fais quelque chose de simple. N'entre pas directement en mode automatique. Arrête-toi, regarde autour de toi avec conscience, remarque ce qui est encore là et choisis d'agir comme quelqu'un qui sait que rien n'est garanti. Leçon 6. Vis comme un exemple, pas comme un juge. Observe quelque chose de simple. Juger donne une sensation rapide de contrôle. Pointer l'erreur des autres crée un soulagement momentané, presque comme si, pendant quelques secondes, tu étais au-dessus de la confusion, du chaos, du problème. Mais ce soulagement dure peu, et la vérité est qu'il ne construit rien. Critiquer est facile parce que cela n'exige aucun risque. Tu observes de l'extérieur, tu analyses à distance, tu commentes sans t'exposer. Pendant ce temps, ta propre vie reste en attente, arrêtée. Comme quelqu'un qui passe toute la journée à commenter le match sans jamais entrer sur le terrain. Vivre comme un juge te maintient prisonnier de ce que tu condamnes. Ton énergie va vers la réaction, pas vers la construction. Tu parles beaucoup de ce qui devrait changer, mais peu de ce que tu es prêt à soutenir par ton propre comportement. Le stoïcisme a toujours été direct sur ce point. Ce qui transforme, ce n'est pas le discours, c'est la posture. Ce n'est pas ce que tu exiges des autres, c'est ce que tu vis quand personne ne regarde. Pense à cela. Un thermomètre ne fait que mesurer la température, un thermostat change l'environnement. Juger, c'est être thermomètre, donner l'exemple, c'est être thermostat. Un endroit ne change pas parce que quelqu'un se plaint de l'obscurité, il change quand quelqu'un se lève et allume la lumière. Et ta vie fonctionne exactement ainsi. Quand tu agis avec cohérence, même en silence, quelque chose se produit. Tu enseignes sans discours, tu influences sans pression, tu construis de l'autorité sans avoir besoin de t'expliquer. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Ne perds pas de temps à discuter de ce que doit être un homme de valeur. Deviens-en un ». Cette phrase déplace l'axe. Elle te retire du rôle de commentateur de la vertu et te place dans celui de pratiquant. Être un exemple, ce n'est pas être parfait. C'est être honnête avec ton propre comportement. C'est te corriger avant de corriger le monde. C'est aligner tes actes et tes valeurs, même quand cela coûte du confort, de l'approbation ou des applaudissements. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de postures, celui qui vit avec intégrité devient une référence sans essayer, non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il tient. Et ce type de respect ne s'exige pas, il se construit. Tu n'as pas besoin de statut, d'autorité ou de permission pour vivre ainsi. Tu as seulement besoin de décision, la décision d'arrêter de gaspiller ton énergie à juger ce qui est à l'extérieur et de commencer à investir dans ce qui est sous ton contrôle, tes actions. Alors, avant de continuer ta journée, fais un ajustement simple mais profond. Moins d'opinions, plus d'exemples, moins de discours et plus de pratiques. Leçon 7. Le monde ne t'affecte que lorsque tu le permets. La vie va continuer à se produire, avec ou sans ta permission. Les gens vont parler, des erreurs vont arriver, des plans vont échouer, des décisions seront prises sans te consulter. Mais rien de tout cela n'a de pouvoir réel sur toi, à moins que tu le permettes. Ce qui fait mal, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est le sens que tu lui donnes. Le véritable coup ne vient pas de ce qui s'est passé, il vient de l'histoire que tu racontes sur ce qui s'est passé. Une offense n'est qu'un son dans l'air jusqu'au moment où tu décides de la porter. Une erreur n'est qu'un événement neutre jusqu'à l'instant où tu la transformes en étiquette. Une perte ne détruit personne à elle seule, elle ne gagne ce pouvoir que lorsqu'elle devient une identité. Le monde n'envahit pas ton esprit, il frappe à la porte. Critique, frustration, imprévu, rejet, tout cela arrive comme des visiteurs. Mais seul reste ce que tu invites à entrer, à s'asseoir et à rester. Tant que tu crois que tout ce qui est dehors a du pouvoir sur toi, tu vis en état d'alerte. Tu réagis à chaque commentaire, tu revis chaque erreur, tu remets ta paix comme si tu donnais la clé de ta propre maison à n'importe qui. Et cela te rend dépendant.
Épictète utilisait cette phrase comme manuel de fonctionnement de l'esprit. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils forment à leur sujet. Au moment où tu comprends cela, quelque chose se déplace en toi. Tu réalises que le fait est une chose. L'histoire que tu racontes à son sujet en est une autre. Et c'est cette histoire qui décide si tu traverses ou si tu t'effondres. Cela ne signifie pas devenir de pierre, ni faire semblant de ne rien ressentir. Tu ressens encore de la tristesse, de la colère, de la frustration. La différence, c'est que l'émotion passe à travers toi. Elle ne s'installe pas. Prendre soin de ton dialogue intérieur, questionner le premier élan, ne pas croire tout ce que l'esprit dit dans la chaleur du moment, c'est comme placer un filtre entre toi et le chaos. La vie continue de se produire. Les défis continuent d'arriver. Mais maintenant, ils trouvent une structure. Marc Aurèle a écrit quelque chose que peu de gens appliquent vraiment. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. C'est la vraie force, et elle ne peut pas t'être arrachée. Quand tu vis ainsi, ton calme commence à déranger ceux qui réagissent à tout. Non par arrogance, mais parce que ta stabilité devient un miroir et que tout le monde n'aime pas ce qu'il voit quand il se regarde. Alors aujourd'hui, avant de te lever, fais un choix clair, n'essaie pas de contrôler le monde ni d'éviter les problèmes. Choisis de ne pas abandonner le commandement. Répète en silence, mais avec fermeté, rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. Leçon 8. Être calme ne veut pas dire céder, c'est gouverner. Il existe une erreur commune que presque tout le monde commet. Confondre calme et soumission. Comme si rester en silence, c'était perdre. Comme si ne pas réagir, c'était accepter. Comme si garder sa tenue était un signe de faiblesse. Mais c'est une lecture superficielle de la réalité. Le calme, ce n'est pas se replier, c'est ne pas se laisser entraîner dans le chaos. Réagir est facile. N'importe qui réagit quand il se sent provoqué, contrarié ou blessé. Il suffit d'un commentaire de travers, d'une frustration inattendue, d'un ton déplacé, et l'émotion prend le volant. Cela ne demande aucune force, cela demande seulement un manque de maîtrise. Le véritable pouvoir apparaît ailleurs, à un point beaucoup plus difficile, quand tu arrives à garder l'esprit clair exactement au moment où tout essaie de t'entraîner dans la confusion. Un esprit agité est comme de l'eau en ébullition, tu ne vois rien à l'intérieur. Mais quand l'eau se calme, tout devient visible. Le calme ne change pas la réalité, il révèle la réalité. Et c'est pour cela que le calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. C'est assez de conscience pour entendre le bruit extérieur sans lui permettre d'envahir ton centre. Celui qui réagit, sous l'impulsion, abandonne le contrôle de sa propre vie à l'environnement, aux paroles des autres, aux émotions du moment. Et une seule réaction mal choisie peut détruire, en quelques secondes, quelque chose qui a mis des années à être construit. Être calme ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu t'en soucies assez pour ne pas permettre à n'importe quel stimulus de décider à ta place. Voici le basculement. Celui qui réagit vit poussé. Celui qui choisit sa réponse se gouverne lui-même. Le calme naît exactement dans cet intervalle. L'espace entre ce qui se passe et la manière dont tu réponds, dans cet espace il y a de la clarté, et là où il y a de la clarté, il y a du choix. Le calme te protège. Il t'empêche de gaspiller ton énergie dans des guerres inutiles, des discussions vides, des explications qui ne construisent rien. Pendant que beaucoup gaspillent leur force à réagir, toi, tu la préserves pour décider, construire et soutenir ce qui compte. Dans un monde où presque tout le monde vit dans l'impulsion, celui qui maîtrise son calme se distingue naturellement, non pas parce qu'il parle plus fort, mais parce qu'il reste debout quand les autres se perdent. Le calme n'est pas être endormi, c'est être suffisamment éveillé pour ne pas être contrôlé par le premier élan. Et prends cela comme posture pour ta journée. Ne pas réagir pour soulager l'émotion, ne pas exploser pour se sentir fort, ne pas abandonner le contrôle pour quelques secondes de décharge. Leçon 9. Ce que les autres pensent de toi ne change pas qui tu es. Tu vas être observé, évalué et interprété, que tu le veuilles ou non. Quelqu'un va aimer, quelqu'un va être en désaccord, quelqu'un va te réduire à un commentaire, à une erreur isolée, à un fragment qui n'explique pas qui tu es dans son ensemble. Ce n'est pas une exception, c'est le scénario normal de la vie. Le problème n'est pas dans les opinions, il est dans ce que tu en fais,
Depuis tôt, beaucoup ont appris à ajuster leur comportement comme on change de vêtements pour plaire à l'environnement. Ils parlent moins pour ne pas déranger. Ils s'expliquent trop pour ne pas être mal compris. Ils cachent des parties d'eux-mêmes pour correspondre aux attentes des autres. Et, sans s'en rendre compte, ils commencent à vivre en fonction d'un public. Vivre en cherchant l'approbation, c'est comme conduire en regardant seulement dans les rétroviseurs. Tu perçois le mouvement autour de toi, mais tu perds complètement la direction, et celui qui perd la direction, tôt ou tard, se perd lui-même. L'opinion d'une autre personne ne naît pas de ton essence. Elle naît de son histoire, de ses références, de ses blessures, des limites de son regard. Quelqu'un peut te juger à partir de 5 minutes de ta vie et penser avoir tout compris. Cela en dit beaucoup sur la portée de son regard, pas sur qui tu es. L'erreur commence quand tu changes ton attitude à chaque fois que quelqu'un t'évalue. À ce moment-là, tu n'essaies pas de t'améliorer, tu essaies de te protéger. Et protéger une image coûte cher. Tu commences à te rétrécir, à t'expliquer, à te défendre contre des attaques qui, souvent, n'ont même pas eu lieu. Ta valeur ne fonctionne pas comme une monnaie. Elle ne monte pas avec les applaudissements, ni ne descend avec les critiques. Elle existe avant toute opinion et continue d'exister après que le bruit se soit dissipé. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne rends pas ta paix dépendante de ce qui n'est pas sous ton contrôle. » Et l'opinion des autres ne l'a jamais été. Aujourd'hui ils louent, demain ils critiquent. Aujourd'hui ils sont d'accord, demain ils changent. Confier ta paix à cela, c'est choisir de vivre instable. Être fort à l'intérieur, ce n'est pas ignorer tout ce qui se dit. C'est savoir écouter sans absorber. C'est filtrer sans se fermer. C'est écouter avec maturité, mais décider avec autonomie. Quand tu fais confiance à qui tu es, quelque chose change dans la pratique. Tu arrêtes de te justifier tout le temps. Tu arrêtes de vivre sur la défensive. Tu arrêtes d'expliquer ton essence à ceux qui ne sont pas prêts à voir. Tu te tiens. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas te sentir offensé, et tu ne le seras pas. Parce qu'il existe un endroit en toi que personne ne touche sans permission, c'est là que réside ta stabilité, c'est là que naît ta liberté. Alors, avant de te lever aujourd'hui, fais un geste intérieur simple mais ferme. N'essaie de convaincre personne, n'essaie de plaire à tout le monde, n'essaie de te modeler pour entrer. Répète en silence, comme une décision. Je sais qui je suis. Et avance dans ta journée à partir de cet endroit. Leçon 10. Tu n'es pas tes émotions. Ressentir n'est pas le problème. Le problème est de confondre ce que tu ressens avec qui tu es. La colère apparaît, la peur surgit, la tristesse apparaît. Cela ne dit rien de ton caractère. Cela dit seulement que tu es humain. L'erreur commence au moment où tu transformes un état passager en identité. Quand tu dis « je suis comme ça », simplement parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé ainsi, quand tu te définis par une émotion du moment et que tu commences à vivre à l'intérieur de cette étiquette, comme si elle était permanente. Ressentir de la colère ne fait pas de toi une personne agressive. Ressentir de l'insécurité ne diminue pas ta valeur. Ressentir de la tristesse ne te rend pas faible. Ces émotions sont des messages, pas des sentences. Elles apparaissent pour informer quelque chose, pas pour diriger ta vie. Le problème n'est pas que l'émotion passe par toi, c'est quand tu t'y accroches, que tu nourris l'histoire intérieure et que tu commences à agir comme si c'était toute la vérité sur qui tu es. L'émotion est comme un visiteur qui frappe à la porte. Tu peux écouter ce qu'il a à dire ou tu peux lui donner la clé de la maison et le laisser tout diriger. Beaucoup font cela sans s'en rendre compte. Ils ressentent de la peur et se paralysent. Ils ressentent de la colère et explosent. Ils ressentent de la tristesse et abandonnent ce qui était important. Pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce qu'ils ont confondu ressentir avec obéir. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements qui te contrôlent, mais la réponse que tu choisis de leur donner. L'émotion surgit, la décision vient après. Et c'est dans cet espace court, presque invisible, entre ressentir et agir, que réside ta liberté. Imagine ton esprit comme le ciel ouvert, les émotions sont des nuages. Certaines denses, d'autres légères, elles passent toujours. Mais le ciel ne devient pas un nuage simplement parce qu'il apparaît. Quand tu essaies de lutter contre l'émotion, elle grandit. Quand tu t'identifies à elle, elle domine. Mais quand tu observes, sans drame et sans jugement, quelque chose change. Elle perd de sa force. Le contrôle de soi n'est pas la répression. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir.
c'est reconnaître ce qui se passe à l'intérieur sans s'y noyer. Tu respires, tu observes, et ensuite tu choisis. Tu peux ressentir de la peur et avancer quand même. Tu peux ressentir de la colère et choisir le silence. Tu peux ressentir de la tristesse et faire malgré tout ce qui doit être fait. C'est la différence entre réagir et conduire. Quand tu comprends que tu n'es pas tes émotions, tu reprends le contrôle. Tu cesses de t'effondrer à chaque fois que quelque chose sort du plan. Tu cesses de vivre en otage de l'impulsion du moment et tu commences à agir avec l'esprit au-dessus de la tempête intérieure. Cela ne signifie pas arrêter de ressentir, cela signifie arrêter d'être gouverné. Parce que lorsque tu n'apprends pas à diriger tes émotions, ce sont elles qui te dirigent. Et à ce moment-là, tu ne décides plus, c'est le sentiment du jour qui décide. Alors fais cet accord simple avec toi-même, aujourd'hui. Écoutez ce que tu ressens, mais ne pas obéir à tout ce qui passe par ta tête. Tu n'es pas l'émotion, tu es celui qui observe, tu es celui qui choisit. Et c'est une clé concrète pour une vie plus stable, plus mature, plus libre. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas passer comme une vidéo de plus, reviens, écoute encore, pratique. Parce qu'il ne s'agit pas de motivation passagère, il s'agit d'apprendre à vivre en étant aux commandes. Et cette force existe déjà en toi. Si tu t'es identifié à cette vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « Courage stoïcien ». Ainsi, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé.